Alors, je ne sais pas si nous sommes en direct ou pas. Alors, c'est écrit qu'on est en direct là. Voilà. Alors, bonsoir Oui, à c'est bon, tous. nous sommes en direct. Eh bien, bonsoir à tous. On se retrouve pour une nouvelle édition de CRIF Mag, le magazine du CRIF Marseille-Provence. Je vous le disais lors de la première émission, une version un petit peu revisitée que nous faisons à partir de maintenant via Zoom. En réalité, eh bien, CRIF Mag s'invite dans vos maisons à travers vos ordinateurs sur différentes thématiques. Et ce soir, nous avions envie de recevoir Emmanuel Barbe, préfet de police des Bouches-du-Rhône. Monsieur Barbe, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, eh bien, je ne vais pas dire sur les ondes, eh bien, puisque d'habitude nous officions à la radio Juive de Marseille, mais maintenant, on va dire bienvenue sur les images diffusées via Zoom. Alors, Emmanuel Barbe, vous avez été nommé préfet de police des Bouches-du-Rhône en février dernier. Vous êtes ex-délégué interministériel à la sécurité routière. Vous succédez à Olivier de Mazières. Vous avez été ancien conseiller de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve. Et vous êtes magistrat de formation. Alors, quand on parle de préfet, il faut remonter très loin. Il faut remonter à 1800 et à Napoléon, qui a ressuscité les intendants à l'époque sous la forme de préfet. Alors, bien évidemment, ça a beaucoup changé depuis, notamment en 1982 avec la loi de décentralisation. Alors, ma première question va peut-être vous paraître très technique, mais un préfet de police, c'est quoi? C'est le premier policier de France pour votre cas des Bouches-du-Rhône? Alors, tout au plus, ce serait le premier policier du département, mais en réalité, je ne suis pas policier. En revanche, j'ai autorité sur les services de police et de gendarmerie, schématiquement, pour m'assurer que l'ordre public règne dans le département. Et donc, ça inclut toute une série de missions dans lesquelles je suis le chef de la police et de la gendarmerie, étant précisé qu'ils ont aussi deux autres chefs, si vous voulez. Il y a leur propre direction générale, la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale. Et puis, naturellement, il ne faut pas oublier le procureur de la République, ou plutôt dans ce département, il y en a trois. Il y a Marseille, Aix-en-Provence et Tarascon, qui donnent aussi des instructions aux services de police. Donc, en fait, il s'agit ici je suis le représentant de l'État dans le département pour tout ce qui concerne les questions de sécurité et d'ordre public. Voilà, c'est Alors, ça. justement, vous avez été nommé au mois de février. Suite à ça, peu de temps après, il y a eu quand même un sacré confinement dans toute la France. Comment vous avez vécu cette nomination avec finalement tous ces troubles autour? Et j'imagine que vous avez dû continuer à travailler. Alors évidemment, c'était une période tout à fait spéciale, puisqu'on s'est retrouvé à sortir avec les forces de l'ordre pour faire rentrer les Oui. habitants du Rhône, pour s'assurer qu'ils respectent bien le confinement. Donc ça a demandé évidemment une grosse adaptation, à la fois pour organiser les services de police et de gendarmerie, et d'organiser les contrôles de confinement et les différents problèmes qui ont pu se poser et qui ont impliqué, par exemple, avec le préfet Pierre Dartout, que nous interdisions l'accès aux plages et à la côte, qu'avec les maires, on puisse interdire la vente de boissons alcoolisées, enfin, ou d'aliments le soir, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de motifs de sortie. Donc, il a fallu organiser tout ça, organiser les contrôles, le respect des attestations dérogatoires. Ça semble loin maintenant aujourd'hui, mais ça a été quand même un épisode assez complexe. Et finalement, ce que je trouve, c'est qu'il y a eu deux choses. Les forces de l'ordre se sont vite adaptées et sont parties un peu la fleur au fusil pour faire respecter le confinement. Et je tiens à dire aussi que la population ici s'est très, très bien comportée et le confinement a été bien respecté. Puis je voudrais ajouter aussi autre chose, c'est qu'on a reçu une aide très, très précieuse des communautés religieuses, évidemment la communauté juive qui nous a beaucoup aidés pour très vite à fermer les synagogues, mais il faut le dire aussi, la communauté des musulmans qui avait des problématiques aussi importantes, a très bien joué son rôle, et puis sans parler évidemment des chrétiens, où évidemment là aussi, dans une période où on le sait, les religions jouent un rôle de relier les gens entre eux. C'était très difficile, cet isolement, ce confinement, mais je tiens à dire que ça a aussi fait partie de mon rôle d'assurer ce contact avec les autorités religieuses. Ça s'est aussi bien passé. Donc, vous voyez, c'était une période finalement assez active.
même si c'est une crise qui a quelque chose de particulier, c'est qu'à un certain moment, cette crise, elle a fait qu'elle a remplacé tout le reste de l'activité. La délinquance est beaucoup tombée. Sur les routes, on ne roulait plus, donc, ou très peu, donc il y avait très peu d'accidents. Les personnes étant à la maison, bah, il y avait beaucoup moins de cambriolage, par exemple. Et donc, tout ça, ça a fait qu'à un moment, il y a eu une sorte de creux, je crois que ça s'est ressenti partout, où on avait l'impression un peu que le pays était totalement arrêté, avec un sentiment très particulier, d'ailleurs, c'est qu'on avait aussi le sentiment d'un département vide de ses humains. J'ai survolé en avion, en hélicoptère avec la police ou la gendarmerie. J'ai beaucoup roulé dans le département en voiture. Et il n'y avait plus personne. Et il y en a qui ont trouvé ça, qui ont trouvé que les villes sans leurs habitants étaient jolies. C'est pas mon cas. Moi, je trouve qu'une ville sans C'est ce que j'allais vous demander, parce qu'on a vraiment senti, comment dire, un sentiment, enfin, personnellement, de quelque chose d'irréel, d'être complètement entre deux mondes, on va dire. Et c'est vrai que quand on disait que bon, ben, la nature a repris ses droits, c'est beau, pour beaucoup de personnes, non, c'était très triste en réalité. Mais quand bien même, monsieur le préfet, euh, donc dans cette époque qui était quand même assez compliquée, assez angoissante, anxiogène, il faut l'avouer, vous avez quand même remarqué que, ce que vous dites, tout le monde a joué le jeu, il y a eu quand même un élan de la population, des différentes communautés, pour justement faire respecter ce confinement. Donc finalement, dans le judaïsme, on dit du mal ressort un bien parfois. Vous avez ressenti ça? Oui, oui, non, non, vraiment, je pense qu'il y a eu un élan. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le confinement, d'une certaine façon, c'est assez simple. Il ne faut pas sortir. Et finalement, c'était pas si compliqué que ça à faire respecter. Il fallait une attestation, on l'avait, on avait le droit de sortir. Et les gens n'ont pas abusé de ce droit, hein, si vous préférez. Ce qui était amusant quand même, c'est qu'on avait un certain nombre de gens assez souvent qui disaient: «Wow, je suis sorti, c'était le bazar, il y avait plein de gens». Et on avait toujours envie de leur dire: «Mais vous faisiez quoi dehors?» D'accord? Donc il y a eu un peu cette attitude à toujours trouver que l'autre était moins vertueux que soi-même. Après, ce qui est plus compliqué, je trouve, c'est le déconfinement, parce que là, c'était progressif et c'était plus facile pour les forces de l'ordre de faire respecter le confinement avec l'aide de la population que le déconfinement où, au fond, on sent que petit à petit, on a fini par cesser d'avoir peur du virus. Et puis, puisque vous parliez de religion, on a un peu cessé d'être attentif à autrui, en fait, hein. Et c'est ce qui a bien marché dans le confinement, c'était aussi une envie de ne pas contaminer les autres. Aujourd'hui, on sent que cela est un peu derrière nous. Alors moi, je ne fais pas partie de ceux qui regrettent le confinement, bien au contraire. Mais je regrette parfois l'attitude de certains qui donnent l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien, qu'on n'a rien à craindre, alors que ce n'est pas vrai. Je le rappelle, d'abord, il y a encore des règles, hein, on ne peut pas se réunir à plus de 10, il faut respecter les mesures barrières. Et puis, il y a surtout qu'il y a encore des endroits où le virus circule. Il y a eu au nord du département, dans des communautés de travailleurs saisonniers, mais il n'y a pas que là. Et donc, je crois qu'il faut qu'on soit très attentif à ce que le sacrifice qui a été fait par tous, par la nation, aussi par nous tous, parce que le confinement, ça n'a pas été drôle. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu ou vont perdre leur emploi. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur activité, leurs ressources. Il ne faudrait pas que ce sacrifice considérable qui a été fait par tous soit perdu. C'est pour ça que nous continuons à insister pour le respect des gestes barrières. Et je crois que c'est quelque chose, au fond, qui ressort un peu de la générosité. Je vais vous dire une chose. Venant de la sécurité routière que j'ai dirigée pendant 5 ans, cette crise sanitaire, eh bien, ça m'a beaucoup fait penser à la sécurité routière, dans le sens où le comportement qu'il faut avoir quand on a été pendant le confinement ou encore aujourd'hui, c'est finalement un comportement dans lequel ce que fait chacun a un impact sur les autres. Et donc, il y a quelque chose, il y a une dimension qui est très importante de vivre ensemble, hein, et qui aujourd'hui se perd un petit peu, et on a le sentiment que tout le monde oublie que l'épidémie peut encore revenir, et l'OMS le dit, hein, c'est qu'il y a encore il y a un vrai risque que ça reprenne. Donc c'est un petit peu le message que je voudrais faire passer, c'est qu'à travers le respect du confinement, qui a été très bien dans ce département, on a senti un peu cet élan altruiste, aussi à travers l'applaudissement des infirmières, et qu'aujourd'hui, on a l'impression que de nouveau, on est retombé dans ce qui est peut-être une chose que je ressens ici, notamment par rapport au respect des règles sur la route. C'est un peu d'individualisme, un peu d'égoïsme, un peu de je ne pense qu'à moi. Et on fait du bruit, on est moins attentif aux autres. Et ça, je trouve que le confinement était une période finalement qui montre que tout le monde peut y arriver, et le déconfinement un peu moins. Voilà. Monsieur le préfet, j'imagine que dans la gestion que vous avez et que vous aurez du département, vous avez des axes prioritaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît?
Alors, évidemment, la mission pour un préfet de police, c'est de faire en sorte qu'on puisse vivre dans la paix publique, hein. C'est les gardiens de la paix, les policiers, c'est les gardiens de la paix. Donc, c'est vraiment cette notion de paix publique. Alors, il y a plusieurs axes qui sont essentiels. Le premier, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé à plusieurs reprises, ce qu'on appelle la mère des batailles, ça reste ici à Marseille la lutte contre le trafic de stupéfiants, qui engendre énormément de violence, de troubles. Vous savez, on parle souvent ici des règlements de compte, mais moi je préfère les appeler des assassinats qui ont pour objet le trafic de stupéfiants. Vous avez aussi évidemment beaucoup de violence. Il y a, on ne le sait peut-être pas, mais à Marseille, ça rentre toutes les semaines, des enlèvements qui sont liés à des problèmes de dette dans le matière de stupéfiants. Vous avez des gens qui sont torturés aussi, c'est épouvantable. Et donc, et puis vous avez des cités un peu partout qui sont véritablement qui portent les stigmates du trafic de drogue, avec là, une circulation qui est entravée, avec une population qui ne peut pas vivre convenablement, qui est pratiquement mise sous couvre-feu le soir pour que le trafic puisse bien se développer. Donc tout ça est inacceptable. Et le but de l'État, et la police fait un travail absolument remarquable et considérable, c'est d'entraver ce trafic. Alors il pose une difficulté, c'est qu'évidemment, il y a des clients qui sont toxicomanes, hein, ou qui sont en tout cas dépendants. Et évidemment, ce n'est pas facile de mettre fin à ça, mais en tout cas, ça reste, c'est une mission très importante. Deuxième mission, c'est évidemment de lutter contre la délinquance quotidienne, hein, qui à Marseille est quand même très pénible. Il y a beaucoup de plaintes autour de vols, de tapage, enfin, tout ce qui perturbe la vie quotidienne. Donc, on essaie aussi de répondre à ça avec la police. Ensuite, il y a un autre point ici qui est important, c'est d'essayer de lutter contre le séparatisme islamiste, c'est-à-dire d'éviter que ne se créent dans la ville des sortes de poches dans lesquelles les valeurs républicaines ne sont plus respectées. Donc, c'est une mission qui est évidemment importante, elle a été, et même fondamentale, elle a été rappelée par le président de la République. C'est une mission qui doit se faire collectivement, qui doit impliquer tout le monde. Et je crois que c'est aussi un point très important. Et dernier aspect, évidemment, qui compte beaucoup, c'est la lutte contre la violence routière, qui a été marquante de ma vie professionnelle. Ah, vous avez volé ma question suivante, parce que je voulais vous demander s'il allait y avoir, parce qu'on sait que vous étiez quand même quelqu'un de très respectueux de ça, de très intransigeant, quoi. Vous n'aviez pas peur d'être assez droit et aller très loin sur la sécurité routière. Et je pense que vous avez quoi faire dans le département. Ça fait partie toujours des missions d'un préfet, hein, la sécurité routière. Donc, si vous voulez, au-delà de la délinquance qui mine la vie des gens, un cambriolage, c'est quelque chose de très traumatisant. Quand on se fait voler sa voiture, quand on subit un carjacking, tout ça, il faut que nous essayions de le limiter le plus possible. Ce n'est pas toujours facile, il y a beaucoup de délinquance ici. Mais n'oublions pas que si par exemple, l'an dernier, il y a eu 11 assassinats liés à des règlements de compte dans la matière de drogue, il y a eu 103 morts dans ce département sur la route. Et je ne vous parle pas de la cohorte de blessés graves. Et donc, je pense que ça doit rester, pour tout préfet, et pour moi, c'est un écho particulier aussi, une mission importante. Alors, moi, je trouve que dans le respect du code de la route, il y a beaucoup d'autres choses. Parce que le respect du code de la route, c'est se respecter soi-même et c'est respecter les autres aussi. Si vous vous promenez en tant que piéton et que quelqu'un, parce qu'il a trop bu, parce qu'il roule trop vite, parce qu'il ne respecte pas les règles, vous renverse, votre vie, vous n'avez rien demandé à personne, elle peut se trouver bouleversée très, très profondément. Donc la violence routière, c'est quelque chose d'important. Mais ici, je trouve que ça prend un relief un peu particulier parce que quand on fait des contrôles avec la police ou la gendarmerie, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui roulent sans permis, qui roulent sans assurance, qui n'ont pas de casque, qui portent ici l'équipement des motards, c'est vraiment dramatique parce que les conséquences sont dramatiques. Et donc, il y a, je trouve, dans l'exemplarité du code de la route, il y a quelque chose autour du savoir-vivre, en fait. Et donc, je trouve aussi que pour cette raison, ça vaut le coup de rester très motivé sur les questions de sécurité routière, même si on a l'impression qu'il y a des tas d'autres problèmes avant. Je trouve que ce problème est quand même symptomatique d'un non-respect d'autrui, d'un non-respect des autres. Et je crois que ce qui est important si on arrive à vivre en collectivité avec moins d'infractions, et notamment moins d'infractions routières, c'est qu'on se sera plus respecté mutuellement. Et je trouve que cette notion de respect est très importante. Je ne suis pas en mission religieuse, je veux dire, mais l'idée du respect d'autrui, du fait que quand on agit soi-même, on peut impacter les autres, c'est quand même à la base un petit peu. Enfin, c'est le problème de tous les délinquants. Quand vous cambriolez quelqu'un, quand vous l'agressez, etc., ça se comprend tout de suite. Quand vous ne respectez pas le code de la route, c'est un peu la même chose. Donc, ce n'est pas ma mission. J'ai beaucoup d'autres missions. Je n'ai pas commencé par là, mais c'est une mission qui reste importante pour moi, bien évidemment.
Alors, je le disais en début d'interview, vous avez été nommé préfet de police des Bouches-du-Rhône dans tout le département au mois de février, on est d'accord. Quel est votre sentiment sur Marseille? Quand on parle de Marseille, on parle de la ville rebelle, de la cité phocéenne. Quel est votre sentiment et comment appréhendez-vous cette ville? Alors, la première chose, c'est que c'est une ville très belle et très attachante. Et je suis très heureux de vivre ici. Et je trouve que les Marseillais, peut-être, oublient-ils à quel point ils vivent dans une ville qui a certains aspects très clémente. Le climat est très agréable, la ville est magnifique. Et c'est un aspect que je n'oublie pas. Et très régulièrement, comme on dit en provençal, je m'esbaudis de tant de beauté. Ah, vous êtes bien adapté, hein? Alors, entre parenthèses, vous savez que mon arrière-grand-mère et ma grand-mère étaient marseillaises. D'accord. Elles venaient de Corse, elles vivaient en face de la Major, donc je connais un peu de Vous connaissez un provençal. petit peu, À voilà. Noël, les tresses desserts, vous voyez, donc un peu Ah, vous connaissez le Noël voilà. provençal avec les Et fameux donc, 13 je connais desserts. un peu de mots, de ces expressions de mon enfance, en fait. Hein. Donc, alors, la deuxième chose qui me frappe quand même ici, c'est qu'il y a vraiment une ville que tout le monde connaît, qui est un peu la ville typique, un peu donc le Vieux-Port, Notre-Dame de la Garde, le Mucem, la Canebière, etc. Mais qu'en fait, c'est une ville gigantesque, immense, avec des zones très, très surprenantes. Vous allez alterner ces noyaux villageois et puis ces cités qui sont quand même pas très jolies, il faut le dire. Et donc, ce contraste de la ville et tous ces aspects non connus de la ville sont très surprenants, sans parler évidemment d'Andoum et Vauban, qui sont des endroits très, très surprenants, où mieux vaut pas trop se paumer qu'une grosse voiture, d'ailleurs, parce que des fois, Oui, on se c'est retrouve… difficile après. Donc, c'est une ville de contraste qui est tout à fait extraordinaire. Après, c'est vrai que, vu mon métier, j'ai beaucoup eu à aller dans les quartiers nord, là où il y a de la vente de drogue à ciel ouvert, là où nos policiers se font parfois agresser extrêmement violemment. Il n'y a pas très longtemps, dans une cité du nord de Marseille, on leur jetait des boules de pétanque depuis le haut des immeubles. C'est extrêmement grave. Et donc, ça, pour moi, il y a quand même cet aspect-là qui est difficile à accepter. Je trouve que c'est une atteinte aux valeurs de la République de penser qu'on peut avoir de la vente de drogue à ciel ouvert. Et puis, je le disais tout à l'heure, tout de même ici, la circulation routière, c'est quelque chose de très surprenant, je crois, pour quiconque vient du nord de la France. Je ne dis pas que Paris est exemplaire, hein, loin s'en faut, mais il y a quand même ici un rapport aux règles de la route que je trouve un peu particulier. Mais c'est une ville avec des atouts tout à fait considérables, mais on sent aussi dans certains endroits qu'il y a beaucoup de misère, beaucoup d'endroits dégradés, et donc ces contrastes sont très surprenants. Mais ça fait de l'ensemble une ville particulièrement attachante, évidemment. Alors tout à l'heure, vous parliez justement pardon, des quartiers nord et des atteintes physiques que la police peut avoir là-bas. Donc ça me lance dans ma prochaine question. J'aimerais avoir votre réaction face aux différentes manifestations. On sait que la mort de George Floyd aux États-Unis a eu un élan dans d'autres pays, a vu apparaître aussi en France différentes manifestations qui dit qu'une partie de la police nationale serait violente et serait raciste. Vous, donc on reparlera tout à l'heure de la récente manifestation qu'il y a eu sur Paris, une manifestation qui n'était pas autorisée, je crois, par la préfecture, qui pourtant a eu lieu. J'aimerais avoir, vous, votre sentiment face à tout ça. Alors, moi j'ai assisté, il y a eu 4 manifestations qui se sont tenues depuis le déconfinement sur les violences policières, dans lesquelles j'ai entendu des insultes contre la police qui, de mon point de vue, d'abord sont inacceptables, policiers, assassins, etc. etc. Enfin, c'est quand même, si les mots ont un sens, c'est insultant. Enfin, mais surtout, je trouve que ça obéit à des processus racistes ou les mêmes processus qui sont en œuvre dans le racisme. C'est-à-dire que, évidemment, qu'il est arrivé qu'un policier puisse être violent et qu'il a eu tort et qu'il a été condamné. Évidemment qu'il a pu arriver qu'un policier émette des phrases racistes. Mais de là à dire que parce qu'un l'a fait,
c'est le cas de tous, c'est juste un processus qui emprunte le même mécanisme que le racisme. Il y a un autre nom, on pourrait appeler ça l'essentialisation. Et donc, moi, je ne l'accepte pas. Pour avoir beaucoup tourné avec nos policiers à Marseille, je puis vous dire que ils se comportent globalement dans le respect de leur éthique professionnelle. Et c'est une profession qui est par ailleurs très surveillée. D'abord, aujourd'hui, dès qu'il y a la moindre interpellation, tout le monde filme, mais il y a aussi, vous le savez, une inspection générale de la police nationale qui est très présente, le procureur aussi, et on l'a vu par exemple pour des CRS qui avaient très mal agi en emmenant un étranger à 40 km de Marseille en le tabassant et qui ont pris 4 ans et 3 ans de prison ferme. Donc, il y a une institution qui est très vigilante à refuser à la fois la violence et le racisme, mais chez un nombre petit ou faible de ces membres. Et donc ici, toute idée de systématisation, toute idée qui consiste, quand on voyait des manifestants insulter les policiers qui étaient présents, qui ont gardé leur sang-froid en disant vous êtes des assassins, vous êtes des racistes, etc., c'est un processus qui pour moi est injuste et inacceptable. Et d'ailleurs, j'ai sur mon bureau une pierre extrêmement coupante qui a été lancée sur des policiers durant ces manifestations, et je ne l'oublie pas, parce que vraiment, dans ces manifestations contre la violence policière, les seuls qui ont été vraiment violents, c'était les manifestants. Et la première d'entre elles, il y a d'ailleurs eu 9 blessés chez les forces de l'ordre. Bon, il faut être exigeant vis-à-vis du maintien de l'ordre. La police, ce n'est pas un manifestant, les policiers ne sont pas des manifestants, mais je crois que cette exigence, elle existe et que les policiers sont les premiers à la demander. Donc je crois que ici, et je voudrais rappeler que s'il y a eu en tout à un moment 25 000 manifestants en France pour faire ce type d'amalgame, vous avez eu dans le même temps des sondages qui montrent que la population globalement apprécie fortement la police et la gendarmerie dans ce pays et lui font confiance. Donc je crois qu'il y a ici un effet, si vous voulez, d'importation de ce qui se passe aux États-Unis qui est bien différent, qui n'est pas correct. Et si naturellement la police, il n'y a pas la place pour les racistes dans la police ou la gendarmerie, s'il n'y a pas la place pour des violences non légitimes dans la police et la gendarmerie, je crois que personne n'a jamais dit le contraire, il faut quand même saluer le travail effectué par la police et la gendarmerie tous les jours avec un sang-froid qui force l'admiration. Moi, je tiens à le redire, ici, la police et la gendarmerie sont remarquables, font un travail remarquable et il y a une surveillance qui fait que les quelques brebis galeuses qu'il peut y avoir sont sanctionnées. Je crois que ça mérite d'être rappelé. Je crois que les policiers et les gendarmes nous permettent de vivre en paix, nous permettent de vivre aussi dans une démocratie, et je crois que ça mérite de le redire. Ça ne veut pas dire que le système est parfait, ce n'est pas du tout ce que je vous dis, ça veut dire juste que toute espèce d'attaque qui met tout le monde dans le même panier n'a pas de sens. Et moi, je le réfute totalement et je serai toujours là pour défendre les policiers et les gendarmes. Et justement aussi, lors de la dernière manifestation sur Paris, la préfecture a très vite réagi quand eh bien, on a pu entendre à travers des vidéos, ce n'était pas pour la majorité des manifestants, mais il y a eu quand même des insultes antisémites de salles juifs. Et la préfecture a tout de suite réagi. Votre sentiment? Elle a bien fait. Et alors, je sais qu'il y a eu des discussions sur la matérialité des faits, mais moi, ça m'est égal. Je trouve que, quoi qu'il en soit, si toute attaque antisémite est intolérable et inacceptable. Donc, je crois qu'ici, l'État est aux côtés de toutes les communautés qui peuvent être insultées, à la communauté juive, bien évidemment. L'antisémitisme est insupportable. On sait très bien ce que ça veut dire dans l'histoire, un antisémitisme. Et donc, pas plus si ça se produit à Marseille, nous ne le laisserons passer, ça va de soi. Nous sommes très très vigilants. Vous savez qu'il y a un observatoire des actes racistes, antisémites. J'ai envie de dire que pour l'instant, depuis que je suis arrivé sur le département, ça va. Il n'y a pas eu, je veux dire, j'ai pas eu de signalement de choses
préoccupante, mais c'est quelque chose qu'il faut garder constamment à l'attention. Encore une fois, l'antisémitisme est toujours un très mauvais signal pour une société, hein. Et donc, indépendamment de la protection que l'on doit à toute communauté, à la communauté juive, l'antisémitisme est toujours historiquement un très mauvais signal. Donc, on y sera toujours très attentif et je tiens à vous dire que vous pourrez compter sur moi, comme sur le gouvernement. Je crois que des fois, on fait des parallèles. On dit, oui, mais la vie en France est devenue très difficile dans certaines zones pour la communauté juive. C'est possible et moi, je n'ai pas à arbitrer ça. Je voudrais juste dire que toute comparaison avec le passé avant la Deuxième Guerre mondiale a quand même une chose fondamentalement différente, c'est que l'État est absolument engagé contre le racisme, contre l'antisémitisme. Et je crois que ça, j'ai rencontré beaucoup de dirigeants de la communauté depuis que je suis à Marseille. Personne ne le conteste et tout le monde voit bien cet engagement. Et il se maintiendra. Vous pouvez compter sur moi. Alors, avant de se quitter, Monsieur le Préfet, je ne résiste pas, bien évidemment, de vous parler des élections municipales, parce que les 2 tours sont passés. Sur Marseille, on n'a toujours pas de maire. On a l'impression de vivre un feuilleton, je dirais une série. Est-ce que vous pensez que ça ressemble à Marseille? C'est une situation pas inédite sur Marseille. C'est juste un effet de la loi, hein. Faut pas l'oublier. Il n'y a rien d'anormal dans ce qui se passe maintenant. Il y a eu des élections. Il y a une fragmentation assez forte des voix qui fait qu'il n'y a pas, par effet de la loi et de la répartition des sièges par secteur, pour l'instant, d'abord, quoi qu'il en soit, à ce jour, quelle que soit l'élection, il n'y aurait pas encore de maire. D'accord? Le maire, il est élu par le premier conseil municipal dans les 5 ou 6 jours qui suivent. Enfin, on ne sait pas quelle majorité va se dégager. Non, vous avez raison, mais c'est un effet de la démocratie et d'une loi qui existe depuis longtemps, qu'on n'a pas changé et donc qui aurait pu produire cet effet ici ou ailleurs. Donc, moi, je trouve que le 2e tour s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu de problème. Tout le monde nous faisait des prédictions effrayantes et finalement, bon, il y a eu quelques petits incidents, mais parce qu'évidemment, on a le sang chaud ici, mais enfin, ça va, ça s'est bien passé globalement. Et ici, il faut juste attendre que les effets de la loi produisent l'élection d'un maire. Ce que je souhaite, c'est une bonne chance et bon courage à celle ou celui qui sera élu. En tout cas, Monsieur le Préfet, je vous remercie infiniment. Je ne vous demanderai pas vos pronostics, hein, parce que je sais que vous ne me les donnerez pas. Je suis forcément agnostique par rapport à ça. Merci infiniment. Ça m'a fait un réel plaisir de m'entretenir avec vous, de mieux connaître votre fonction et votre personnalité aussi. Merci de votre invitation. Je suis très flatté d'avoir été invité chez vous dans votre émission. Merci beaucoup. CRITMAG est terminé et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, de nouveaux invités. Au revoir et bonne soirée.